La question suivante est posée par Christian Actis. Monsieur Asselineau, lorsque la France, grâce à vous, sera sortie de ce beans euro-atlantiste, sera-t-il possible de récupérer les industries stratégiques ou de pointe qui ont été bradées au privé? Alors là, c'est une question. Moi, j'aime bien. Je prends des engagements. J'aime bien dire des choses que je tiendrai. Quand j'affirme quelque chose, quand je dis que nous, si on arrive au pouvoir, on sortira de l'Union européenne, on sortira de Schengen, on sortira de l'OTAN, on remettra en cause un certain nombre d'articles de la Cour européenne des droits de l'homme, dont on a appris d'ailleurs ces jours-ci qu'elle est complètement dans la main de George Soros. Quand je dis ça, vous pouvez me faire confiance. Ça fait 14 ans que je le dis, sans jamais varier d'un iota. Donc vous pouvez me faire confiance. Maintenant, là, la question qui m'est posée par cet internaute est plus difficile. Parce que ça ne dépend pas que de la volonté d'un État. Là, il s'agit de savoir comment réagir pour empêcher cette hémorragie générale. La France est en train d'être ruinée. Nous prendrons les mesures nécessaires pour essayer d'empêcher la poursuite de ce désastre et de renverser la situation, de faire revenir les industries en France. Alors je sais qu'il y en a des gens comme M. Montebourg, Monsieur Xavier Bertrand, voilà, des gens comme ça. D'un seul coup, ils ont une idée. Monsieur Édouard Philippe, et qui nous disent d'un seul coup, oui, avec moi, je vais réindustrialiser la France. Mais pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait des facteurs qui me le permettent. Le premier facteur, c'est d'empêcher la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça fait 14 ans que j'explique que les délocalisations, il n'y en avait pas avant 1986 et l'acte unique européen, et on ne parle plus que de ça depuis. Donc il s'est bien passé quelque chose de réglementaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, il n'y avait pas la libre circulation des mouvements de capitaux. Une entreprise qui voulait construire une usine au Bangladesh ou en Chine, à supposer que le Bangladesh et la Chine de l'époque eussent accepté que l'on y fît des investissements industriels, ce qui n'était pas le cas de la Chine populaire, eh bien, à l'époque, ça n'était pas possible sans autorisation de l'État. Il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. L'acte unique européen de 86, puis le traité de Maastricht de 92 ont fait voler en éclats ce contrôle. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises peuvent aller s'installer partout ailleurs. Et évidemment, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, quand vous avez été nommé par un conseil d'administration représentant les intérêts des actionnaires, que l'on vous demande de dégager une rentabilité, un taux de rentabilité interne colossal, c'est souvent du style 15%, vous n'avez pas d'autre solution, surtout si les petits copains le font, pour maintenir votre compétitivité par rapport aux autres entreprises sur le même créneau. Vous n'avez pas d'autre solution que d'aller délocaliser en Inde, au Bangladesh, par exemple, ou au Vietnam pour les questions textiles, dans l'Asie du Sud-Est sur les questions, par exemple, de matériel informatique ou électronique, en Chine pour tout, mais notamment pour l'industrie automobile, etc., etc. Donc, tant qu'on restera dans ce système, on va continuer à perdre notre industrie. Quelles que soient les rodomontades de M. Mélenchon, de M. Montebourg, de Mme Le Pen, de M. Xavier Bertrand, de Mme Pécresse, etc. Parce que il n'y a pas commune mesure entre les coûts de fabrication au Bangladesh, au Vietnam et en France. Et toutes les mesures consistant à donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles viennent se relocaliser, c'est à regarder avec le plus grand scepticisme. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faudrait souligner, c'est un peu accessoire à la question qui est posée, c'est le scandale de l'argent versé par l'État à des entreprises pour maintenir l'emploi. Ça a atteint des sommets. On a dépassé les 100 ou 120 milliards d'euros, notamment avec la Covid. Et quand on voit qu'au même moment, ces mêmes entreprises continuent à distribuer des dividendes à leurs actionnaires qui sont phénoménaux. Je crois qu'il va y avoir, là, je lisais ça, c'était hier ou avant-hier, 51 milliards d'euros distribués aux actionnaires des grandes entreprises, dont beaucoup d'entre elles ont reçu des subventions publiques. Ça va pas. On ne peut pas avoir des subventions publiques à des entreprises qui en consacrent une grande part de ces subventions à rémunérer les actionnaires qui ne prennent plus aucun risque, si ce n'est que d'avoir le tiroir caisse. Donc,
la première des choses à faire, c'est revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Et que l'on ne vienne pas me dire c'est une vieille lune, monsieur Asselineau, vous vivez au XVIIIe siècle. Non, non, pas du tout. Je rappelle que les pays qui fonctionnent pour le mieux en ce moment, notamment la Chine, mais aussi la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, ont un strict contrôle des mouvements de capitaux. Quand je dis contrôle des mouvements de capitaux, c'est comme Schengen. Il ne s'agit pas d'interdire tout mouvement de capital, de même que Schengen, sortir de Schengen et rétablir des frontières nationales ne revient pas à interdire les mouvements de population. C'est simplement les contrôler et laisser passer ceux que l'on souhaite faire passer et interdire ceux que l'on ne souhaite pas avoir. C'est quand même assez clair. Une fois qu'on aura fait ça, la question de l'euro, la sortie de l'euro est fondamentale. L'euro nous coûte beaucoup trop cher. Je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure. Il y a eu un article qui est sorti, là je crois c'était dans Les Échos ou dans Capital il y a quelques semaines, et qui expliquait, c'était dans Les Échos je crois pour la première fois, que la zone euro était en fait en décrochage en termes de niveau de vie face au reste du monde. Et c'était bien la zone euro. Malheureusement en France, le débat est interdit sur les questions concernant l'euro. Alors là, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas le temps, il faut que je réponde à d'autres questions. Mais j'ai enregistré un long entretien avec Philippe Béchade, que vous connaissez, qui est un économiste un petit peu iconoclaste, mais qui pense bien, qui pense des choses tout à fait justes. Et cet entretien qui va sortir sur TV Agora dans quelques jours, ou peut-être dès demain, je ne sais pas, on aborde cette question de l'euro. L'euro, en fait, est un... Personne ne sait comment se sortir de cette affaire. Tout le monde est convaincu que ça va exploser. J'ai reçu ici, d'ailleurs, il y a quelques semaines, Henri Guénaud. Je vous renvoie à cet entretien avec Henri Guénaud, par exemple. J'avais reçu également... Alors, Henri Guénaud, c'est plutôt... Vous savez qu'il avait été auprès de Philippe Séguin, puis de Nicolas Sarkozy. J'ai reçu quelque temps après M. Casanova, qui a été au Parti socialiste, puis au MRC, voilà. Donc sur un plutôt de gauche. L'un comme l'autre sont absolument convaincus, comme en fait la plupart des économistes, que de toute façon l'euro va exploser, puisque l'euro ne cesse que de dégager ses effets négatifs. L'endettement de la BCE devient absolument faramineux. Pour ceux que ces sujets intéressent, le solde dit de Target 2, c'est-à-dire le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, pour la première fois, l'Allemagne vient de dégager un solde positif de plus de 1 000 milliards d'euros. Je crois que c'est quelque chose comme 1082 milliards d'euros, 1 billion 82 milliards 445 millions, etc. d'euros. C'est une somme inimaginable qui traduit les déséquilibres de plus en plus importants qu'il y a à l'intérieur de la zone euro, parce que la contrepartie, c'est une dette, une perte de capitaux de l'Italie qui est de l'ordre de 500 milliards d'euros. On sait que ceci ne pourra pas durer. Mais il y a ceux qui disent bon ben on va laisser jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite. Et puis il y en a d'autres, c'est en tout cas mon cas, qui disent non, il faut vraiment regarder les choses en face, il faut vraiment régler cette question et que la France essaye de sortir de l'euro le plus vite possible. Je rappelle la fameuse phrase du prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz, phrase qui date d'il y a déjà une vingtaine d'années, qui avait dit ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. Et que l'on ne vienne pas me dire qu'il faut rester dans l'euro parce que ça fait peur aux retraités de voir perdre leur patrimoine. C'est si nous restons dans l'euro que le patrimoine des retraités et des Français finira par disparaître. Je vous renvoie à ma vidéo, au débat que j'ai eu avec Philippe Béchade il y a quelques jours.